La France est cartographiée au millimètre. Chaque rue, chaque chemin forestier, chaque parking de supermarché figure sur les plateformes satellites disponibles au grand public. Mais si vous cherchez assez longtemps avec les bonnes coordonnées, les bons noms, vous trouverez des zones pixelisées, des trous dans la cartographie, des espaces où l'image satellite est floue, remplacée ou simplement absente. Certains de ces endroits sont militaires, d'autres sont nucléaires, d'autres encore sont interdits, pour des raisons que les autorités refusent de détailler. Voici 10 de ces endroits et au moins un d'entre eux est à moins d'1 heure de route de votre domicile. 10. Camp militaire de Canjouer, Var. 10. Canjouer se trouve dans le Var, à 30 km de Draguignan, dans un plateau calcaire de garrigues et de lavandes que les touristes qui traversent la région pour rejoindre la Côte d'Azur ne voient jamais parce qu'il n'y a pas de route qui y entre. Le camp militaire de Canjouer couvre 35 000 hectares. C'est le plus grand camp militaire de France et l'un des plus grands d'Europe occidentale. Sur Google Maps, la zone apparaît en version satellitaire très basse résolution, sans aucun détail visible des installations. Mais il y a 150 ans, ce plateau était habité. Et tout a changé du jour au lendemain. Au pic de son peuplement civil, le plateau de Canjouer comptait plusieurs communes et hameaux Brovès, la Bastide, le Bourguet, la Martre, avec des familles d'éleveurs et d'agriculteurs qui exploitaient la lavande et élevaient des moutons de Provence depuis des générations. Près de 1200 personnes vivaient sur ce plateau. Le matin, les troupeaux descendaient vers les bas-fonds. L'odeur de la lavande en fleurs couvrait tout le plateau de juin à août. Les familles connaissaient chaque sentier, chaque source, chaque abri de berger. En 1971, l'État décide de créer le camp militaire de Canjouer. Les habitants des villages du plateau sont expropriés et relogés de force. Le village de Brovès est évacué en quelques mois. Plus de 1000 personnes sont déplacées sans que leur avis soit formellement sollicité dans un processus démocratique. Les murs de l'ancienne école de Brovès sont encore debout à l'intérieur du camp, les fenêtres murées, la porte métallique rouillée fermée au cadenas militaire. Les tableaux noirs, dit-on, sont encore à l'intérieur. Les militaires qui servent sur le camp les ont vus lors de leur passage. La plupart des Varois, nés après 1975, ne savent pas que des villages entiers ont été détruits pour construire ce camp. Le numéro 9 est différent de Canjouer. Pas un plateau continental, une presqu'île bretonne dans la rade de Brest, entièrement consacrée à ce que la France possède de plus sensible. 9. Île Longue, Finistère. L'île Longue se trouve dans le Finistère, en rade de Brest, accessible depuis la côte par un pont militaire strictement contrôlé. Elle abrite la base opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la Marine nationale française, les SNLE, qui constituent le cœur de la dissuasion nucléaire française. Sur Google Maps version satellite, la zone de la base est floutée ou remplacée par une image de résolution volontairement dégradée. Les coordonnées GPS de la base sont connues, les sous-mariniers les connaissent. Mais les détails des installations ne sont visibles sur aucune plateforme civile. Ce qui rend l'île Longue différent des autres entrées de cette liste, c'est ce qu'elle abrite et ce que cela signifie pour la sécurité nationale française. Ce qui a suivi était difficile à croire. Avant d'être une base militaire, l'île Longue était une île agricole habitée, avec des familles de paysans bretons et des cultivateurs d'algues. La Marine nationale a pris possession de l'île progressivement à partir des années 1960. Aujourd'hui, elle emploie plusieurs milliers de personnes marins, techniciens, ingénieurs nucléaires et accueille les 4 SNLE de la Force océanique stratégique française. Chacun de ces sous-marins emporte à bord assez de puissance destructrice pour rayer plusieurs villes du globe. Le fait impossible, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français effectuent des patrouilles continues depuis 1972 sans interruption. Depuis plus de 50 ans, il y a en permanence au moins un sous-marin nucléaire français en mer, en patrouille, armé et opérationnel. 50 ans de présence ininterrompue sous les eaux. La patrouille ne s'est jamais arrêtée ni pour des raisons politiques, ni pour des crises, ni pour la pandémie.
Les grilles d'entrée de la base de l'île Longue sont encore équipées des mêmes systèmes de contrôle biométrique installés lors de la modernisation de 2008, les lecteurs d'empreintes que chaque marin présente à chaque entrée. Si vous ne saviez pas quoi chercher en vue satellite, vous ne verriez qu'une presqu'île verte dans la rade de Brest. La plupart des Français ne savent pas que c'est là que se trouve le bouclier nucléaire de la République. 8. Zone rouge. Meuse. La zone rouge se trouve en Meuse, à 10 km de Verdun, dans un secteur forestier, replié sur lui-même, dans un paysage de collines boisées, où les arbres poussent plus lentement, qu'ailleurs le sol empoisonné ne leur permet pas de croître normalement. Sur les plateformes cartographiques grand public, la zone rouge apparaît comme une forêt ordinaire, sans marquage particulier. Pas de flou, pas de pixels, juste la couleur verte de la végétation. Ce que les cartes ne montrent pas. Les panneaux d'interdiction d'accès, les fils barbelés, les balises de déminage, tous les 50 mètres. Ce qui rend la zone rouge différente des autres zones sensibles de cette liste, c'est que l'interdiction n'est pas militaire. Elle est chimique. Les événements qui ont suivi étaient inévitables. Avant 1914, ce secteur était une zone agricole ordinaire de la Meuse des champs de céréales, des pâturages, des villages. Entre 1914 et 1918, plusieurs millions d'obus ont saturé ce sol. Des gaz de combat hypérites, phogènes, se sont infiltrés dans les couches argileuses. Des corps non récupérés y sont encore. En 1919, l'État a créé la zone rouge inconstructible. 105 ans plus tard, elle est toujours là. Le fait impossible. Chaque année, les équipes de déminage de la sécurité civile récupèrent en Meuse entre 200 et 400 tonnes de munitions non explosées. Ce chiffre est public, documenté dans les rapports annuels du ministère de l'Intérieur. À ce rythme, les experts estiment que la dépollution complète du sol meusien prendra encore 300 à 500 ans. 300 ans. Laissez ce chiffre s'installer un instant. Les panneaux d'interdiction d'accès à la zone rouge, posés par les communes riveraines, sont encore vissés aux poteaux forestiers les mêmes formules d'avertissement depuis des décennies, rouillées mais lisibles. La plupart des touristes qui viennent à Verdun pour les cimetières militaires ne savent pas que la forêt derrière les grilles est encore active. 7. Centre nucléaire de Valduc. Côte d'Or. Valduc se trouve en Côte d'Or, à 30 km de Dijon, dans un secteur de forêt et de champs agricoles apparemment ordinaires. Le centre de Valduc, officiellement le centre de la Dame, direction des applications militaires du CEA, est l'installation où la France entretient, contrôle et reconditionne ses ogives nucléaires opérationnelles. Sur Google Maps, en vue satellite, le site apparaît en résolution dégradée, les bâtiments non identifiables, les voies d'accès internes effacées. Ce qui rend Valduc différent des autres sites sensibles de cette liste, c'est la nature exacte de ce qui s'y passe. En quelques mois, tout a basculé. Le site de Valduc emploie plusieurs milliers de personnes physiciens nucléaires, ingénieurs en armement, techniciens de maintenance, qui travaillent dans des conditions de secret parmi les plus strictes du secteur civil français. Leur contrat de travail comporte des clauses de confidentialité permanentes, même après départ à la retraite. Leurs familles ne savent souvent pas dans le détail ce qu'ils font. Les voisins du site voient des voitures entrer et sortir derrière des grilles, des bâtiments sans fenêtres entre des arbres, des lignes électriques qui arrivent de plusieurs directions à la fois. Le fait impossible. Le centre de Valduc est l'un des rares endroits au monde où des ogives nucléaires sont démontées, vérifiées composant par composant, puis remontées dans le cadre du programme de maintenance des armes françaises. Chaque ogive passe par Valduc à intervalles réguliers pour être pesée, analysée, testée sans être déclenchée, puis remise en service. La précision requise est de l'ordre du microgramme. Les techniciens qui font ce travail doivent refaire une habilitation de sécurité tous les 3 ans. Les clôtures extérieures de Valduc sont encore équipées de capteurs de mouvement et de caméras thermiques installées lors de la modernisation des années 2000. Les mêmes systèmes que les agents de sécurité vérifient à chaque. Et ronde. La plupart des automobilistes qui prennent la Décenne 3 en Côte d'Or passent devant les panneaux de la forêt sans savoir ce qui se passe derrière. 6.
Les catacombes non touristiques. Paris, sous Paris, à une profondeur variant entre 20 et 30 mètres, s'étend un réseau de galeries creusées entre le XIIe et le XIXe siècle pour extraire le calcaire qui a construit la ville. Ce réseau couvre plus de 300 km. La partie accessible au public, les catacombes officielles, en représente moins de 2 km. Le reste n'apparaît sur aucune carte publique, n'est documenté dans aucun plan accessible au grand public, et est techniquement interdit d'accès depuis un arrêté de 1955. Si vous avez jamais vu une grille en fonte dans un trottoir parisien avec un cadenas dessous, vous êtes peu être passé tout près d'une entrée. Peu être avez-vous même entendu quelque chose. Et tout a changé du jour au lendemain. Ces galeries, les carriers, comme les appellent leurs fréquenteurs non officiels, ont été creusées par des centaines de carriers qui travaillaient à l'extraction du calcaire lutétien sous les rues de Paris. Ces hommes connaissaient chaque embranchement, chaque risque d'effondrement, chaque courant d'air. Ils traçaient les galeries à la bougie, marquaient les pierres à la craie, apprenaient le réseau de mémoire. C'était un monde souterrain avec sa géographie, ses règles, ses dangers propres. Le détail impossible. La police municipale de Paris dispose d'une unité spécialisée, l'inspection générale des carrières, dont une partie des missions consiste à surveiller les accès non autorisés aux galeries. Malgré cela, on estime que plusieurs centaines de personnes fréquentent ces galeries clandestinement chaque semaine. Ces galeries ont abrité, au fil des siècles, des imprimeries clandestines, des réseaux de résistance pendant l'occupation, des fêtes illégales, des artistes. Elles abritent encore des peintures murales récentes dont personne ne connaît les auteurs. Les panneaux d'avertissement de l'IGC, vissés à l'entrée des accès connus, sont encore en place exactement là où les agents les ont posés lors de la dernière opération de fermeture. La plupart des Parisiens marchent chaque jour au-dessus de ce monde sans y penser. Si les catacombes de Paris vous ont déjà convaincu, abonnez-vous, la suite est encore plus difficile à croire. 5. Ancienne base nucléaire de Taverny. Val d'Oise. Taverny se trouve dans le Val d'Oise, à 25 km au nord de Paris, dans une commune résidentielle ordinaire de banlieue parisienne. Sous la forêt de Montmorency, à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, existe un complexe souterrain construit dans les années 1960 pour abriter le PC Jupiter, le poste de commandement nucléaire de l'armée de l'air française, d'où les décisions de frappe nucléaire aéroportée étaient censées être transmises en cas de conflit majeur. La base a été désaffectée en 2007. Sur Google Maps, la zone forestière apparaît normale. Rien ne signale ce qui est dessous. Ce qui rend Taverny différent des autres sites de cette liste, c'est la profondeur au sens propre de ce qui est enfoui sous une forêt de banlieue. Ce qui a suivi était difficile à croire. La base de Taverny a été construite pour survivre à une frappe nucléaire de proximité. Les murs du complexe souterrain atteignent plusieurs mètres d'épaisseur en béton armé. Elle disposait de ses propres générateurs, de ses propres réserves d'eau, de ses propres systèmes de filtration d'air pour résister à une contamination radiologique extérieure. Plusieurs centaines de militaires et de techniciens y travaillaient en permanence, en rotation. L'installation était conçue pour fonctionner en autonomie complète pendant plusieurs semaines après une attaque nucléaire. Le fait impossible, la base de Taverny est désaffectée depuis 2007. Mais le complexe souterrain n'a pas été démoli. Il existe encore, sous la forêt de Montmorency. Les accès sont condamnés. La propriété est militaire. Aucune visite publique n'est autorisée. Des documents déclassifiés depuis 2015 confirment que certains équipements ont été laissés en place lors de la fermeture trop lourde ou trop intégrée aux structures pour être déplacés. Les portes blindées d'accès au niveau souterrain sont encore en place. Selon les riverains qui ont travaillé sur le site avant sa fermeture, les mêmes portes que les équipes de permanence franchissaient à chaque prise de poste. La plupart des habitants de Taverny, qui promènent leurs chiens dans la forêt de Montmorency, ne savent pas ce qui est sous leurs pieds. 4. Plateau d'Albion, Vaucluse. Le plateau d'Albion se trouve dans le Vaucluse, à 30 km d'Apt, dans un paysage de lavandins et de chênes kermès battus par le Mistral. Entre 1971 et 1996,
Ce plateau a abrité 10 à 8 silos de missiles balistiques nucléaires S-3, constituant les forces stratégiques terrestres françaises. Les missiles ont été démantelés en 1996. Les silos ont été comblés ou condamnés. Sur Google Maps, le plateau est visible normalement. Ce que les images ne montrent pas, les accès condamnés des anciens silos, les zones d'exclusion encore actives autour de certains périmètres, les bâtiments militaires désaffectés dont certains n'ont jamais été entièrement démilitarisés. Ce qui rend le plateau d'Albion différent des autres sites de cette liste, c'est ce qui reste et ce dont on ne parle pas. Les événements qui ont suivi étaient inévitables. Le plateau d'Albion hébergeait, entre 1971 et 1996, une force de frappe capable d'atteindre des cibles à plusieurs milliers de kilomètres. Les militaires qui servaient sur le plateau vivaient dans des conditions de sécurité maximale, rotation régulière, interdiction de communiquer les détails de leur mission, contrôle psychologique périodique. Les familles installées dans les communes voisines savaient ce que leurs conjoints faisaient ou ne voulaient pas savoir. C'était une vie de secret ordinaire, dans un paysage de lavande ordinaire. Pas d'explosion, pas d'accident déclaré, pas d'incident public. Les entrées des anciens silos, recouvertes de béton et de terre lors du démantèlement, sont encore localisables avec les coordonnées des archives militaires partiellement déclassifiées. Certains agriculteurs du plateau connaissent l'emplacement des anciens silos sous leurs champs. Ils ont été indemnisés pour les servitudes de surface. Leurs terres sont cultivées normalement. En dessous, à plusieurs dizaines de mètres, les alvéoles de béton sont encore là. Le numéro 3 est différent de tout ce que vous venez de voir. Pas un site militaire classique, un endroit où la France teste des missiles depuis les années 1960 en plein air, sur un littoral atlantique accessible au public à quelques kilomètres. 3. DGA essai de missiles. Landes. Le site de la DGA essai de missiles se trouve dans les Landes, à 20 km de Biscarrosse, sur le littoral atlantique, dans un secteur de forêt de pins, où le vent de l'Atlantique souffle fort 180 jours par an. C'est le principal site d'essai de missiles français, missiles de croisière, missiles anti-navires, composants de la dissuasion nucléaire depuis 1962. Sur Google Maps, le site apparaît en vue basse résolution avec les bâtiments principaux floutés. Les zones de lancement sur la plage ne sont pas identifiables. Ce qui rend ce site différent des autres entrées de cette liste, c'est ce qui part de là et là où ça va. Les événements qui ont suivi étaient inévitables. Le site de Biscarrosse emploie plusieurs centaines d'ingénieurs et de techniciens de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Depuis 1962, des dizaines de types de missiles y ont été testés. Le missile Exocet, qui a coulé des navires lors de la guerre des Malouines, a été testé ici. Le missile de croisière Scalp, qui frappe des cibles à des centaines de kilomètres, a été développé et validé sur ces plages. Les lancements se font au-dessus de l'Atlantique, dans des couloirs aériens fermés temporairement aux avions civils. Le fait qui doit sonner fabriqué, mais est documenté dans les bulletins officiels de fermeture d'espace aérien. Les riverains de Biscarrosse voient régulièrement des avis NOTAM, des notifications aux aviateurs annonçant la fermeture temporaire de l'espace aérien côtier. Ces fermetures durent quelques heures. Quand elles finissent, les planches de surf reprennent leur place sur la plage. La plupart des vacanciers de Biscarrosse ne savent pas ce qui se passe à quelques kilomètres. Pour un site qui a contribué à définir l'arsenal naval de plusieurs nations, voilà ce qui reste visible depuis la route. Une clôture, des panneaux d'interdiction et des pins. La plupart continuent. C'est tout. Le numéro 2 est différent de tout ce que vous venez de voir. Pas un site militaire de pointe, un émetteur radio géant, planté au milieu de la Creuse, dont la fonction exacte reste partiellement classifiée. 2. Centre de transmission de la Marine, Rosnay, Indre. Le centre de transmission de la Marine nationale de Rosnay se trouve dans l'Indre, à 20 km du Blanc, dans une plaine agricole du Berry, exposée à un ciel dégagé et à des horizons plats. Il abrite l'un des émetteurs très basse fréquence les plus puissants d'Europe, une antenne de plusieurs kilomètres de câbles tendus entre des pylônes de 60 mètres,
qui émet des signaux capables de traverser plusieurs centaines de mètres d'eau de mer. Sa fonction, communiquer avec les sous-marins nucléaires français en plongée. Sur Google Maps, les pylônes sont visibles. La fonction du site, elle, ne figure nulle part dans les descriptions publiques. Ce qui rend Rosenay différent des autres sites de cette liste, c'est la nature de ce qu'il transmet et à qui. Ce qui a suivi était difficile à croire. Le centre de Rosenay est le lien entre la surface et les sous-marins nucléaires en patrouille. Quand un SNLE est en immersion à plusieurs centaines de mètres de profondeur, il ne peut recevoir que des signaux très basse fréquence. Rosenay envoie ces signaux, chaque jour, en permanence, y compris les signaux d'ordre de tir nucléaire, si l'ordre venait un jour à être donné. Ce bâtiment, dans un champ du Berry, est un maillon de la dissuasion nucléaire française. Le détail impossible. Le signal VLF émis par Rosenay est si puissant qu'il est détectable par des équipements civils adaptés à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Des radioamateurs du monde entier ont enregistré et identifié ce signal. Il est connu. Ses coordonnées sont connues. Sa fonction est connue des spécialistes. Mais aucune information officielle française ne détaille les fréquences exactes, les protocoles d'émission ou les conditions d'activation des messages d'ordre prioritaire. Les pylônes du centre de Rosenay sont encore debout dans la plaine de l'Indre, exactement là où les ingénieurs de la marine les ont dressés lors de la construction du site. Les câbles tendus entre eux captent le vent et vibrent légèrement dans la brise du Berry. La plupart des gens qui traversent l'Indre en voiture voient ces pylônes sans comprendre ce qu'ils font. La plupart continuent, c'est tout. Le numéro 1 est différent de tout le reste de cette liste. Pas un site actif, pas un site militaire, un projet encore en cours de construction, contesté depuis 20 ans, et dont la vocation est de rendre permanente une décision que personne ne pourra annuler dans les 10 prochains siècles. 1. Bure. Meuse, Haute-Marne. Bure se trouve à cheval entre la Meuse et la Haute-Marne, à 40 km de Bar-le-Duc, dans une plaine agricole profonde et silencieuse de l'Est de la France, exposée à des paysages de champs qui n'ont pas changé depuis des décennies. Sous cette plaine, à 500 mètres de profondeur dans une couche d'argile géologique stable, la France est en train de creuser le plus grand site de stockage de déchets radioactifs de haute activité d'Europe, le projet CIGEO. Sur Google Maps, les installations de surface apparaissent normalement. Ce que les images ne montrent pas. 500 mètres de roche plus bas, des kilomètres de galeries creusées dans une argile vieille de 150 millions d'années, destinée à accueillir les déchets les plus dangereux que l'humanité ait jamais produits. Ce qui rend Bure différent de tous les autres endroits de cette liste, c'est l'échelle de temps concernée. En quelques mois, à chaque nouvelle décision parlementaire, à chaque nouveau rapport de l'ASN, le projet avance d'un pas supplémentaire vers ce qui sera, si tout se passe comme prévu, une installation scellée pour 100 000 ans. Au pic de la production nucléaire française, les 140 réacteurs que la France a fait fonctionner depuis les années 1970 ont produit une quantité de déchets de haute activité combustible usés, structures irradiées, éléments transuraniens que la surface ne peut pas stocker indéfiniment. CIGEO est la réponse à cette accumulation. De ZAPROTT, les ingénieurs qui le construisent savent qu'ils travaillent sur un projet dont ils ne verront jamais la fin. Leurs enfants non plus, ni leurs arrière-petits-enfants. Le fait impossible. L'une des questions posées par le projet CIGEO est celle de la signalétique à long terme. Comment avertir des populations qui vivront dans 100 000 ans dans des sociétés dont on ne connaît pas la langue, les codes, les systèmes symboliques, que ce site contient quelque chose de dangereux? Les ingénieurs et les sémioticiens travaillent depuis des années sur ce problème. Les solutions proposées incluent des monuments physiques conçus pour durer, des garde-mémoire humains successifs, des archives en plusieurs langues. Aucune solution n'est certaine à cette échelle de temps. Pour un endroit qui se trouve à 40 km d'un champ de betteraves ordinaire, voilà ce qui est en train de se construire. Le dépôt permanent des déchets les plus dangereux de la civilisation industrielle française, dans une couche de roche, que les géologues ont choisi précisément parce qu'elle ne bouge pas depuis 150 millions d'années, elle n'a pas bougé. Le panneau de chantier de CIGEO, fiché au bord de la route départementale, est encore debout dans la plaine de la Meuse.
Il indique un projet de stockage géologique profond en termes techniques, sans préciser que ce qui sera stocké là devra être gardé plus longtemps que n'a duré l'espèce humaine jusqu'à aujourd'hui. La plupart des automobilistes qui passent sur cette route ne lisent pas ce panneau. La plupart continuent. C'est tout. Il y a en France d'autres endroits comme ceux-là des zones floues sur les cartes, des projets dont les détails ne figurent dans aucun document public, des installations dont l'existence est connue, mais dont la fonction réelle ne l'est pas. Certains ont été déclassifiés depuis, d'autres ne le seront jamais. Si tu connais un endroit comme cela, laisse son nom en commentaire. On la peut être déjà trouvé, on ne la peut être pas encore trouvé.